Alors on peut faire usage de la force, mais je vous le dis, les Américains aussi avaient testé ça en Irak, avaient testé ça en Afghanistan. Systématiquement, on dit on va écraser l'adversaire, et en réalité, on se rend compte que l'adversaire est capable de résister, qu'il est capable de s'en tirer, et qu'on n'éradique pas le problème en envoyant des bombes. Pour ce qui est de l'Iran, c'est s'attaquer à un pays, je vous dis, de 80 millions d'habitants, avec des montagnes, avec une invasion de l'Iran, une sorte d'Irak 2.0, sera extrêmement coûteux. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que les Américains ne suivraient pas les Israéliens dans cette aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité. Je suis aujourd'hui avec Régis. Bonjour Régis. Bonjour Julie. Alors, actualité, Israël vient de frapper l'Iran comme jamais il ne l'avait fait jusqu'ici. 200 avions impliqués, une centaine de sites ciblés, surtout dans l'ouest du pays, et principalement des sites militaires, mais aussi le site nucléaire de Natanz, où a lieu une partie de l'enrichissement en uranium. Alors, l'État hébreu a affirmé vouloir poursuivre son action. Jusqu'où, Régis ? Alors, effectivement, ça va être la grosse question dans les jours qui vont suivre, à savoir qu'est-ce que Israël prépare comme seconde vague de frappe. Parce qu'il faut voir que dans cette première vague, vous avez cité évidemment Natanz, qui est le principal centre d'essai nucléaire iranien. C'est l'endroit où sont historiquement stockées les centrifugeuses, c'est-à-dire celles qui permettent de transformer l'uranium en plutonium et donc de le transformer en uranium enrichi pour justement éventuellement la fabrication des bombes ou l'usage dans le nucléaire civil. Et c'est toute l'ambiguïté de l'Iran. Donc ce site a été frappé, mais l'autre site important, plus important peut-être, où se trouve stocké on va dire l'appareil nucléaire iranien, c'est le site de Fordo, et il y en a un troisième à Ispahan, et apparemment ces sites-là n'ont pas encore été frappés. Donc est-ce que ça va être prévu dans un deuxième temps, sachant que évidemment ils sont ultra protégés. Les Iraniens sont, on l'oublie un peu trop souvent, une véritable nation d'ingénieurs. Donc ce ne sont pas des gens qui, sachant que la menace existe, vont laisser les choses comme ça à l'air libre. Beaucoup de choses, beaucoup d'installations en Iran ont été enterrées depuis très longtemps. Les Israéliens ont ce qu'on appelle les bunker buster bombs, c'est-à-dire des bombes capables de frapper à plusieurs mètres au-dessous du sol, bombes de fabrication américaine comme une grosse partie de leur matériel. Et donc avec cet équipement-là, ils espèrent justement pouvoir réduire ces sites et conjurer ce que Benjamin Netanyahou appelle la menace. Benjamin Netanyahou a fait une déclaration dès ce matin. Il a expliqué qu'il fallait éliminer la menace. Quand on se revient un petit peu en arrière et quand on se souvient du 7 octobre 2023, ce tragique 7 octobre pour Israël, Benjamin Netanyahou s'était adressé à ses compatriotes en leur expliquant qu'ils allaient éradiquer le Hamas. Aujourd'hui, on est en juin 2025. Gaza est en cendres. 80% de la bande de Gaza a été détruite. Environ 50 000 Gazaouis ont été tués, des milliers de blessés, une partie des otages aussi ont été tués, une partie ont été libérés et une partie sont toujours aux mains du Hamas qui n'a pas disparu. La vraie question qui va se poser pour l'Iran, c'est que éliminer la menace, est-ce que ça veut dire s'attaquer plus en profondeur à l'Iran? Ça veut dire développer d'autres types de frappes? Alors, on ne peut pas tout résoudre avec l'aérien. Les Américains en ont fait l'amère expérience il n'y a pas longtemps en espérant faire rendre gorge aux Houthis au Yémen pour se rendre compte après 3 semaines de frappes intensives en utilisant des explosifs ultra sophistiqués et ultra coûteux qu'ils avaient réussi à avoir peu de résultats et que les Houthis étaient toujours capables d'envoyer des missiles balistiques et d'envoyer des drones pour perturber, missiles balistiques sur Israël et des drones pour perturber la navigation dans le détroit de Bab al-Mandab et en mer Rouge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains, eux, se sont dit, bon, on va pas y arriver comme ça. Est-ce que les Israéliens s'imaginent que les Iraniens, qui vont pouvoir arriver, conjurer la menace des Iraniens que représente l'Iran pour eux, avec des moyens aériens? C'est ça la vraie question, parce que
S'ils veulent aller plus loin, il faut développer une opération à terre, une opération en Iran. L'Iran, c'est 80 millions d'habitants. L'Irak, par comparaison, quand les Américains l'ont envahi en 2003, c'était 27 millions d'habitants. On n'est pas sur la même échelle, on n'est pas sur la même sophistication, comme je le disais, nation d'ingénieurs, donc avec un nombre d'ingénieurs nucléaires renouvelables assez conséquent. C'est-à-dire que ce matin, il n'y a pas eu, et on va y venir, il n'y a pas eu que les frappes aériennes, il y a eu aussi des opérations ciblées par le Mossad, qui, on s'est rendu compte, a été capable d'installer une véritable base de drones israéliens à l'intérieur de l'Iran, et a pu continuer aussi sa surveillance, l'assassinat ciblé de personnalités. Hossein Salami, qui était le chef des gardiens de la Révolution, a été assassiné, le chef d'état-major de l'armée aussi. Donc il y a eu une opération clandestine en même temps, voilà, qui a donné des résultats. Maintenant, quelle va être la suite? Est-ce qu'Israël a d'autres plans? Tout ça, ça va être la réponse dans les jours à venir. Après les frappes, il y a les États-Unis qui ont immédiatement expliqué qu'ils n'étaient pas impliqués. Pourtant, Donald Trump s'est réjoui du succès de son allié. Est-ce qu'Israël a vraiment agi seul? Alors, ça, c'est une question. Il y a d'abord eu Marco Rubio qui a fait une déclaration expliquant « Nous n'avons pas été associés à ces frappes ». Donald Trump, ensuite, a expliqué qu'il avait été averti de ces frappes peu de temps avant. Et on sait qu'hier, il avait fait un tweet, ou plutôt, il avait pris la parole en expliquant qu'il y avait de fortes chances qu'Israël frappe. Grosso modo, mais pour la petite anecdote, il y a une chose intéressante qui s'est produite à Washington hier soir. Il y a quelque chose, il y a un indice qu'on appelle l'indice pizza. Il s'agit en fait, quand on sait qu'on va avoir une soirée longue où il va falloir travailler très tard, autour du Pentagone, les pizzaiolos sont très sollicités et des centaines de pizzas sont commandées. Ça a été le cas hier soir, ça a été le cas précédemment pour d'autres opérations américaines. Et donc l'indice pizza pouvait indiquer hier à Washington qu'il allait se passer quelque chose. Est-ce que ça veut dire que les Américains ont aidé les Israéliens? Rien n'est moins sûr. Ils les ont aidés très certainement pour conjurer la première salve de riposte envoyée par l'Iran, c'est-à-dire des drones, une centaine de drones qui ont à peu près tous été abattus. Là, pour la détection et le repérage de ces drones, c'est la base essentiellement américaine à Doha, au Qatar, qui a servi de relais. La surveillance a été aussi assurée par les Britanniques et par les Américains, qui ont permis de détecter. Les Saoudiens ont laissé opérer sur leur espace aérien, tout comme les Jordaniens. Donc finalement, cette coopération a permis qu'Israël ne soit pas affecté par la première riposte iranienne, mais attendons, parce que l'Iran, on s'en souvient, en octobre dernier, avait frappé Israël avec des missiles balistiques, ça avait été spectaculaire. À l'époque, les Iraniens avaient dit ce n'est qu'un avertissement, on en a sous le pied, on en a beaucoup d'autres, et il est clair que les experts pensent que les Iraniens ont une capacité de missiles balistiques de 20 ou 30 000 stockés au cœur de leurs montagnes. Encore une fois, l'Iran est un pays immense avec des montagnes très difficiles d'accès dans lesquelles les gardiens de la Révolution en particulier ont installé des bases secrètes. Ils en ont laissé voir un certain nombre sur les réseaux sociaux pour montrer de quoi ils étaient capables. C'est assez impressionnant, ça ressemble un peu à des super bases du Dr No dans James Bond, si vous voulez, au milieu du sable et au milieu des cailloux. Très difficile de détecter ce type de base, très difficile de détecter les sorties des missiles balistiques. Et ça, on va voir s'ils sont capables de les coordonner, parce qu'ils ont perdu beaucoup de chefs aussi. Est-ce qu'il y a des chefs qui vont pouvoir prendre le relais? Tout ça va se jouer dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Et qu'en est-il de la bombe atomique? Est-ce que l'Iran est à la veille de l'obtenir? Alors c'est un petit peu le vrai facteur important aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est cette question de la bombe atomique. On sait que l'Iran a été capable d'enrichir jusqu'à 60% son uranium. Pour obtenir la bombe atomique, on estime qu'il faut qu'il l'enrichisse à 80%. Donc c'est pas encore fait, apparemment. Maintenant, les Iraniens n'ont pas fourni de communiqué, de données sur l'état actuel de leur programme nucléaire. Ils persistent à prétendre qu'il s'agit d'uranium utilisé pour l'emploi dans le civil, dans le cadre du nucléaire civil.
Ils tiennent actuellement des négociations, ils ont tenu jusqu'ici des négociations au Sultanat d'Oman avec les Américains directement, dirigées par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient et en Ukraine, et que pour le moment, il y avait eu un espoir que ces négociations aboutissent. C'est pour ça que Donald Trump n'a pas voulu associer les États-Unis à ces frappes israéliennes pour pouvoir se garder un levier et dire aujourd'hui ce qu'il dit clairement dans un de ses tweets avec sa verve habituelle. Il dit si vous continuez, ce qu'on appelait autrefois l'empire iranien ne sera plus rien, il n'y aura plus rien. Voilà, donc si vous signez, là je peux encore vous sauver. Alors, il essaye de jouer cette carte-là pour montrer qu'il en a encore sous le pied, lui aussi, pour montrer qu'il est capable de répondre à cette promesse un peu prématurée qu'on avait faite du président de la paix. Vous voyez, en ce moment, il est quand même le président de la paix entre l'échec des négociations en Ukraine et les frappes israéliennes en Iran. On est quand même très très loin de la paix mondiale, avec des conflits qui émergent un petit peu partout dans le monde. Voilà, Donald Trump a pour le moment échoué largement par rapport à sa promesse de départ. Mais la question du nucléaire iranien pourrait revenir en force. Et pour l'Iran, il se pourrait que le pays décide d'une fuite en avant. On imagine aussi que le nucléaire et que la fabrication et l'enrichissement d'uranium, ça ne se fait pas à l'air libre comme ça, voilà, en regardant le soleil et en écoutant les petits oiseaux. Évidemment, tout ça est enterré sous terrain, etc. Mais on ne connaît pas l'état d'avancée réel du programme du nucléaire iranien. On sait simplement qu'à partir de 80% d'enrichissement et au vu de la quantité qu'on estime de plusieurs centaines de kilos d'uranium que posséderaient les Iraniens, eh bien, ils pourraient confectionner une ou deux ou trois bombes, en tout cas un petit nombre de bombes, ce qui changerait radicalement les choses. Puisque là, on est dans un conflit où une puissance, Israël, possède la bombe atomique et une autre ne l'a pas. Israël décide d'attaquer, l'Iran ne va pas riposter avec la bombe atomique. À partir du moment où l'Iran riposte ou possède la bombe atomique, on rentre dans le principe de dissuasion. Et l'Iran voilà, a cette arme qui permet de dire, voilà, si vous m'attaquez, je riposte, et on peut être détruits toutes les deux. Et de leur côté, les diplomaties françaises et européennes semblent un peu à l'écart. Est-ce que ce genre d'opérations ne peuvent-elles pas contribuer en quelque sorte à la sortie de l'histoire, à nous sortir de l'histoire ? Nous sortir de l'histoire, j'ai envie de dire, ça fait un petit moment que cette idée se dessine. Quand on sait que sur les négociations en Ukraine, malgré tous les efforts qui ont été faits par Emmanuel Macron, par Keir Starmer, par Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, l'Europe n'arrive pas vraiment à prendre pied dans ces négociations. Elles ont eu lieu entre Ukrainiens et Russes, avec l'intermédiaire des Américains par moment, avec l'intermédiaire des Turcs, sur le sol saoudien à d'autres moments. Et là, en l'occurrence, eh bien, on est face à une opération qui est conduite par Israël, avec peut-être probable aide américaine, mais en tout cas, on va dire aide logistique ou aide de renseignement. Et tout ça se passe en Iran. Voilà, on fait des communiqués en demandant d'éviter l'escalade. Mais en dehors de faire des communiqués, si vous voulez, on est face aujourd'hui à un dilemme dans le monde, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de leaders comme Donald Trump, comme Benjamin Netanyahou, qui, quoi qu'il arrive, pensent que l'usage de la force va être déterminant, c'est-à-dire l'usage de la force, la manifestation la plus éclatante, c'est l'écrasement sous des obus. Le problème, c'est que l'écrasement sous des obus, on a vu à Gaza, il n'a pas marché complètement. Les chefs ont été tués, d'autres chefs se sont levés, et surtout, l'image d'Israël s'est dégradée, et on va dire que la guerre de la communication, elle l'a perdue. Or, aujourd'hui, la guerre de la communication est essentielle. Alors, on peut faire usage de la force, mais je vous le dis, les Américains aussi avaient testé ça en Irak, avaient testé ça en Afghanistan. Systématiquement, on dit on va écraser l'adversaire, et en réalité, on se rend compte que l'adversaire est capable de résister, qu'il est capable de s'en tirer, et qu'on n'éradique pas le problème
en envoyant des bombes. Pour ce qui est de l'Iran, c'est s'attaquer à un pays, je vous dis, de 80 millions d'habitants, avec des montagnes, avec une invasion de l'Iran, une sorte d'Irak 2.0, sera extrêmement coûteux. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que les Américains ne suivraient pas les Israéliens dans cette aventure. Donc, jusqu'où va aller Israël? Ça va être la vraie question. Jusqu'où pour déstabiliser l'Iran? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à assassiner le guide suprême iranien? Est-ce qu'ils vont prendre cette décision? En tout cas, le problème qui risque de se poser, c'est comme avec Gaza, si les choses traînent en longueur, que l'Iran riposte ou non, de façon efficace ou non, ça risque aussi peut-être de développer le terrorisme à l'international, parce que les Israéliens et les représentants des communautés juives sont partout dans le monde. L'Iran peut déclencher aussi des opérations contre ces personnes qui ne sont plus à l'abri nulle part à ce moment-là. Voilà, on est dans une situation avec aussi une opinion publique internationale qui, en particulier à cause de Gaza, ou en raison de Gaza plutôt, se retrouve, met Israël systématiquement sur la sellette. Bien, merci Régis pour ces explications. On vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission d'actualité. À bientôt. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on vous remercie encore une fois pour votre fidélité. À très bientôt.